L'équipe du séminaire, cette année, voulait aborder un enjeu dont on a quand même pas mal entendu parler ces derniers temps. On a fait allusion à ça tout à l'heure. Le Retraite Québec a présenté à l'occasion du sommet sur la retraite à l'automne dernier quelque chose qui a suscité beaucoup de perplexité, on va le dire comme ça, chez les participants du sommet. Les gens de Retraite Québec ont dit qu'il y avait maintenant 4 piliers pour les revenus de retraite au Québec. Vous connaissez l'architecture conventionnelle de la retraite. On dit souvent que la retraite, c'est 3 piliers, les régimes universels, donc le SRG, etc., le RRQ, donc le régime universel contributif, et les régimes complémentaires, avec l'épargne retraite et les patrimoines. Mais là, le 4e pilier de la retraite, c'est les revenus de travail. Retraite Québec, d'une certaine façon, a voulu normaliser le fait que, ou reconnaître le fait que de plus en plus de personnes retraitées, donc ceux et celles qui officiellement retirent des rentes, soit d'un régime universel, soit d'un régime complémentaire, et continuent à travailler. Alors évidemment, ça a suscité quand même beaucoup de questionnements. Ceux et celles qui veulent revoir l'enregistrement du sommet peuvent le trouver sur notre site. Il y avait Lucie Lamarche à côté de M. Boulanger de Retraite Québec qui était là. Ça a donné lieu à un segment qui est une pièce d'anthologie. Magnifique. Une vraie discussion, en fait. C'est une vraie discussion qu'on devrait avoir davantage, je pense, entre actuaires ou les boîtes d'experts qui travaillent sur la retraite et les personnes qui sont un peu plus proches de la vie quotidienne des participantes et des participants. Donc le séminaire, l'équipe du séminaire voulait qu'on parle de la question de la prolongation de la vie active et de l'âge de la retraite. Vous savez, il y a eu récemment, j'en ai parlé, une consultation publique du RRQ qui a eu lieu en février, qui était grosso modo axée sur cette thématique-là, donc l'âge de la retraite et la prolongation de la vie active. 2 grandes propositions ont été au centre de la consultation. En fait, il y en avait plusieurs, mais il y en a 2 qui faisaient plus particulièrement l'objet de préoccupations ou de questionnements de la part de l'Observatoire et de ses partenaires, dont la FTQ. La première, c'était la proposition du gouvernement à l'effet de hausser l'âge minimal d'accès aux rentes de 60 à 62 ans. Donc, d'obliger d'une certaine façon, à travers, pas obliger, d'inciter fortement les gens à prendre leur retraite plus tard, nonobstant la situation réelle des gens qui sont souvent obligés, ou en tout cas, qui peuvent être obligés de prendre leur retraite plus tôt. Et la deuxième proposition qui nous a fait sourciller, c'était l'établissement d'un mécanisme d'ajustement en cas de problème financier du régime. On en a parlé tout à l'heure, où là, l'indexation était ciblée. Si jamais le régime de rente du Québec est en difficulté financière, bien que l'indexation soit suspendue ou à tout le moins soit ciblée. Et on disait, bien, si jamais il y a des surplus dans le régime, on pourra aussi partager ça dans l'indexation. Alors, résultat des courses, il y a eu une levée de bouclier incroyable pour la première proposition. Vous l'avez certainement vu. En tout cas, j'espère que vous avez suivi ça avec un popcorn. Il y a eu une levée de bouclier de tous les en tout cas, à peu près tous les groupes qui sont sur le marché du travail, qui sont en lien avec le marché du travail ou qui étaient en lien avec le marché du travail ont réagi fortement pour que cette hausse-là de 60 à 62 ans n'ait pas lieu, y compris le Conseil du patronat, ce qui a surpris le ministre, je pense. Et donc, le ministre des Finances a annoncé qu'il reculait sur cette proposition-là, pas plus tard que 2 semaines, je pense, après la fin de la commission parlementaire. Il a vu qu'il y avait pratiquement unanimité contre cette proposition-là. En fait, il y avait juste les firmes d'actuaires ou les actuaires professionnels qui étaient pour des motifs d'optimisation de la rente pour des personnes de 62 ans et plus. Et la deuxième proposition, donc la conversion, je vais le résumer, la conversion du régime de rente du Québec de base en régime à prestation cible. Alors là, les réactions ont été mitigées.
Et il a été convenu, c'est ce qu'on a appris dans le budget récemment, il a été convenu que la portion supplémentaire, donc le régime de rente le régime supplémentaire qui a été mis sur pied il y a quelques années, allait, lui, c'était définitif, voir un mécanisme d'ajustement lié à l'indexation en cas de difficultés financières. Mais la composante de base, donc le régime de base dont a parlé tout à l'heure Evelyne, lui, va être pour l'instant épargné. Donc ça, je pense que ce sont des victoires qu'il faut quand même souligner. Je vous rappelle que la dernière consultation qui a eu lieu il y a 6 ans, il y a 6 ans, c'était pour la bonification du régime de rente et il y a beaucoup de groupes au sein de l'Observatoire, comme la FTQ, qui se sont battus juste pour obtenir le minimum, c'est-à-dire ce que le Canada offrait pour le régime de pension du Canada. Le Québec, ici, on s'est battu pour arracher une bonification équivalente à celle que le Canada offrait au régime de pension du Canada. On n'a pas pu obtenir davantage. C'est des victoires si on considère quel était le menu législatif, quelle était l'optique dans laquelle le gouvernement en place voulait faire migrer la retraite, mais on aurait pu faire mieux, c'est clair. Donc, je vais appeler les panélistes à venir me rejoindre sur la scène. Alors, je vais appeler Amélie, Stéphane et Pierre. Stéphane, il était loin. Tu n'étais pas dans le bar, hein, Stéphane? Non, du tout. Il est trop tôt. C'est ce que je pensais. Alors, je vous présente nos panélistes qui sont venus aujourd'hui, qui ont accepté l'invitation de discuter de cette question-là, qui est une question très riche. Alors, je vous présente en commençant par Amélie. Amélie Gaumont est directrice générale et des opérations chez Cible Emploi. Elle a travaillé auprès de clientèles diversifiées tout au long de sa carrière. Depuis 10 ans, Amélie s'intéresse plus particulièrement aux travailleurs expérimentés. Elle est d'ailleurs, depuis 2021, présidente du comité consultatif pour les travailleuses et les travailleurs âgés de 45 ans et plus, le CC45+. Bienvenue, Amélie. Merci d'être là. À sa droite, Pierre Tircher, qui est candidat au doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal. Son champ d'expertise à Pierre se situe au niveau de l'économie du travail, des politiques publiques de l'emploi qui sont destinées aux personnes âgées et des questions sociales qui sont liées au travail et aux revenus. Pierre a rédigé un livre d'économie du travail et il est également chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci d'être là, Pierre. Et finalement, Stéphane Payette, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, a débuté dans la construction en 1987 en tant que charpentier menuisier. Et il a commencé à s'impliquer dans le mouvement syndical au tournant des années 2000. Depuis 2004, Stéphane obtient un poste de représentant permanent pour la section locale 9 de la FTQ Construction pour la grande région de Montréal. En 2020, il a débuté un nouveau défi à la FTQ Construction en étant nommé directeur général adjoint. Bienvenue, Stéphane. Merci d'être là, vous trois. Alors, pour commencer peut-être notre panel qui concerne l'âge de la retraite et la prolongation de la vie active, une question très générale. Quelle a été votre analyse ou votre façon de recevoir la proposition du gouvernement de hausser l'âge de la retraite? Quels enjeux, selon vous, étaient associés à cette proposition-là? Je commence avec toi, Amélie. Oui, en fait, pour nous, c'est sûr qu'on a été interpellés parce que de manière très, très évidente, c'était écrit qu'un des objectifs des propositions était de contrer les pénuries de main-d'œuvre. C'était même pas, c'était pas caché, c'était écrit. Donc, pour nous, c'était clairement sur le comité consultatif, pour ceux qui ne savent pas, on a la même structure un peu que la CPMT. Donc, on a des représentants des collèges syndicaux, patronaux et représentants des employés et des organismes qui soutiennent les travailleurs. Et ça a été aussi unanime, un peu comme la position, on était contre, c'était contre-productif. Puis nous, notre mandat, c'est de s'assurer que les travailleurs expérimentés qui souhaitent demeurer sur le marché du travail ou qui doivent ne rencontrent le moins d'embûches possible.
Puis là, tout d'un coup, on se retrouvait de l'autre côté à leur dire, bien, ils ont le droit de partir aussi. Ils ont le droit de pouvoir partir. Donc, on ne peut pas être contre les objectifs qui étaient inscrits d'avoir une meilleure sécurité financière pour nos travailleurs expérimentés. Mais la façon de l'atteindre, pour nous, c'était un non, de forcer les travailleurs, on arriverait à l'effet inverse, puis on est tous convaincus que l'objectif qu'ils souhaitaient de favoriser la sécurité financière, au contraire, c'est les plus démunis, les plus défavorisés, ceux qui vont chercher leur rente à 60 ans et même qui continuent de travailler, bien souvent, ils en ont besoin. Ils sont peut-être plus en mesure de travailler pour la pénibilité du travail. Donc, c'est comme l'enjeu pour nous, c'était de détourner l'attention un petit peu sur les autres facteurs qui auraient beaucoup plus d'impact pour que nos travailleurs qui souhaitent demeurer sur le marché du travail aient les conditions favorables pour le faire, mais jamais, au grand jamais, de les forcer à le faire. Par contre, là, pour nous, ça, c'était l'enjeu, c'est que tous les autres systèmes, il fallait qu'ils suivent. Des fois, on pense au système de santé. On a des chiffres chez nous qui démontrent que les femmes quittent le marché du travail beaucoup plus jeunes que les hommes, même s'ils sont défavorisés financièrement, mais travailler sur les systèmes de santé, l'approche aidance, est-ce que toutes les autres structures sont là pour pouvoir s'assurer que les gens demeurent s'ils le veulent, mais jamais pour les forcer. Donc, de garder quand même la liberté de se retirer ou non au cœur de la décision et d'élargir un peu on va dire la lecture de la situation. On espère qu'on ne va pas attendre 3 mois avant le prochain 6 ans avant de se pencher sur la question, justement. Toi, Pierre? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Amélie. D'une part, moi j'avais une analyse sur la forme, sur la manière dont cette réforme était vendue, donc c'est-à-dire de sécurisation du revenu. Ce qui m'a surpris, parce que, comme François l'a dit, ma thèse porte sur les politiques d'incitation à l'emploi. Et habituellement, le gouvernement n'a pas tellement de problème à vendre ces réformes comme étant des objectifs d'incitation à l'emploi, même quand les réformes ne sont pas spécialement axé sur la justice sociale. Le projet de loi 59, par exemple, qui réformait les lois sur la santé et sécurité au travail, retirait des droits aux travailleurs accidentés avec des limitations fonctionnelles, mais avec l'objectif tout à fait explicite de dire c'est pour les pousser à rester sur le marché du travail. Et ici, ils ne le faisaient pas, ils vendaient ça effectivement comme sécurisation du revenu, et dans leur document de consultation, en vendant ça comme étant une bonne décision pour tout le monde, rationnelle, de devoir prendre la RRQ à 62 ans, ce qui est quelque chose d'assez dommageable et que en fait, j'observe souvent dans les documents gouvernementaux régulièrement, c'est que l'information ne semble plus tellement fiable ou précise et elle a l'air plutôt d'être en soutien de ce que le gouvernement souhaite mettre en place. Ce qui, c'est un peu une critique un peu frontale, mais ça ressemble presque à de la propagande. Moi, ça me dérange beaucoup parce que j'estime que l'État doit mettre en place un débat sain, avec des informations fiables, avec une perspective large. Ici, je n'avais pas l'impression que c'était le cas. Et tout simplement parce que je pense que l'objectif réel derrière cette mesure-là, c'était effectivement de contraindre économiquement, d'avoir une sorte de coercition économique pour maintenir les gens en emploi, mais pas tout le monde, pas tous les travailleurs, particulièrement ceux qui ont des raisons légitimes de prendre la retraite à 60 ans, de commencer les rentes de RRQ à 60 ans. Et là, on parle des gens qui ont des métiers pénibles, qui ont éventuellement des espérances de vie qui sont plus faibles. Et donc là, on parle des gens à faible revenu, parce que l'espérance de vie, on va prendre l'espérance de vie moyenne, mais en général, il y a des variations très fortes selon le niveau de revenu, selon le niveau de scolarité, finalement selon la classe dans laquelle on se situe. Et évidemment, ce n'est pas très vendeur probablement de dire on a envie de mettre les gens à faible revenu et précaires au travail. Donc on a vendu ça comme étant on va sécuriser leurs revenus, c'est très bien. Donc évidemment, j'étais absolument contre. J'imagine que ça se voyait. Et aussi, ce qui m'a frappé dans ce débat-là, et j'étais content qu'il ait lieu, aussi parce qu'on voit en France, il y a un débat qui est un petit peu plus intense. Voilà, je manie l'euphémisme. Ce qu'on perd de vue, je pense aussi au Québec et au Canada en général, c'est qu'on assiste depuis au moins 15 ans à une reconfiguration totale des politiques publiques de l'emploi des personnes âgées, mais qui se fait dans l'anonymat à peu près total, parce que les réformes sont assez techniques et qu'elles font à la marge. Et en France, effectivement, on en parle beaucoup parce que c'est une grosse réforme, c'est un système très différent qui est moins flexible, et on voit tout de suite l'effet que ça va avoir sur le moment où on peut s'arrêter de travailler. Ici au Canada, on change le régime fiscal, on change la loi, on fait des ajustements à la sécurité à la vieillesse, au RRQ, au régime d'entreprise, à l'épargne. Et donc en fait, on s'y perd vite, mais quand on fait le portrait global de tous les changements qui ont eu lieu depuis 15 ans, on voit que le régime de retraite sert de plus en plus à maintenir des personnes au travail. Et ça se fait sans débat démocratique.
Et la présentation de François sur la nécessité d'avoir un dialogue social, je pense que c'est vraiment très important, et même d'avoir des espaces comme ici où on peut en parler. J'aurais évidemment voulu vous présenter peut-être tous les changements qu'il y a eu depuis 20 ans, mais ça aurait été une présentation très lourde. Mais il faut, je pense, vraiment réaliser ça, c'est que l'objectif des régimes de retraite, du régime fiscal, a vraiment changé dans le temps, et depuis au moins 15 ans, c'est d'inciter au travail, quoi. Et donc plus de sécuriser le revenu, ni éventuellement, comme ça a été le cas, de lutter contre le chômage aussi à un moment. Très intéressant. Donc, il y aurait un changement de paradigme sous une petite loi ou en une proposition de modification. Il y a tout un édifice, dans le fond, qui serait, selon toi, c'est très intéressant. Stéphane, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, c'est un gros sujet chez nous. J'ai été surpris, à l'Invité Construction, on a été surpris d'entendre ça. Dans mon passé, quand j'étais au Local 9, charpentier-menuisier, on faisait la référence de main-d'œuvre à l'époque. Et puis quand j'approchais un employeur, je disais j'ai de la main-d'œuvre de disponible, il y a quel âge? 45 ans. Il y a une couple d'années, 45 ans, dans mon industrie, c'était déjà vieux. Que quand je vois du côté gouvernemental qui veulent monter ça à 60, 62, puis du côté de la France, t'expliquais que moi, mon industrie, il fait chaud, il fait froid, il vente, il pleut. Si je ne rentre pas, je ne suis pas payé. On a toutes des obligations dans la vie, mais quand il fait -2, -3, puis qu'il tombe 20 mm d'eau, mais si je ne rentre pas, je ne suis pas payé. Il y a tout ça qui vient user mon corps en tant que travailleur ou travailleuse. Puis j'ai des métiers scaphandrier, charpentier-menuisier, monteur d'acier, ferrailleur. C'est très difficile pour le corps. De notre côté, on a toujours l'option de tomber à la retraite à partir de 55 ans, tout dépendant le nombre d'heures que j'ai dans ma réserve, que j'ai cumulé. De là, rendu à 60, mais j'ai accès aussi, du côté Québec, à une retraite. Donc, les travailleurs, les travailleuses qui sont un petit peu plus usés dans mon monde à moi, bien, ils vont aller chercher leur retraite, ils vont aller chercher la riche des rentes, et puis ils vont pallier le manque à gagner travaillant 2, 3, 4 mois par année quand les conditions climatiques sont meilleures. Mais quand tu me dis on va monter ça à X, bien, j'ai du monde dans mon industrie qui ne sont pas capables de suivre, c'est officiel. Là, tout le monde parle de pénurie de main-d'œuvre. Selon nous, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ils veulent quelqu'un autour de 30 ans qui est full fonctionnel, mais il faut prendre notre expérience en quelque part. Tu sais. C'est ça, moi, dans mon monde, c'est un monde de performance. C'est intéressant parce que tu fais une distinction, dans le fond, entre pénibilité et invalidité. Parce que souvent, dans les catégories des régimes ou dans les, on va dire, les cases qui peuvent bénéficier de traitements spécifiques, c'est l'invalidité. C'est-à-dire, là, ton corps a cassé, ou ta tête là, a cassé, tu es déclaré invalide. Là, on peut te reconnaître. Mais tout ce qui est pénibilité n'est pas mesuré. Et donc, souvent, quand on dit qu'à 60 ans, tu es ambulancier, tu es charpentier, tu as travaillé dans des conditions infirmières, travaillé dans des conditions difficiles, il n'y a pas de mesure quantitative pour dire ça. Donc, la question de l'âge de la retraite devient super importante. Effectivement, c'est un gros... Puis il y en a certains qui sont comme des fusées. Il y en a que... vous connaissez TACU sur TikTok? Non? Qui suit TikTok? Ouais, parmi qui a fermé l'application TikTok récemment? TACU, tu connais TACU? Bon, même nous, ma gang, ils connaissent TACU. 70 ans, un poseur de J-Proc. Écoute, il y a 70, là. Mais ça en est, ça, d'un phénomène qu'il y en a d'autres qui vont autour de 57, 58, dire, regarde, je tiens ma référence. J'en connais beaucoup qui ont arrêté dans ces coins-là parce que le corps parlait trop. Puis il faut respecter tous et chacun. On n'est pas fait tous pareils. Bien, parlons de ça un peu. Justement, tu l'as évoqué, contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, vieillissement de la population. On sait que la portion de travailleurs expérimentés dans la population active va être de plus en plus importante. Il y a des pressions pour que ce segment-là, ou en tout cas que les travailleurs expérimentés, travailleuses expérimentées, pallient les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, alors que pendant un certain temps, on a mis des gens à la retraite quasiment de façon pas forcée, mais très incitée. Là. Donc là, c'est comme si on fallait qu'on revire rapidement notre navire de bord. Il y a des indicateurs qui montrent que les travailleurs expérimentés au Québec de plus de 60 ans ont des taux d'activité
plus faible que dans le reste du Canada. Ça pourrait être lié, selon certains experts, au fait qu'on a des trop bons régimes, parce que ça permet aux gens de rester chez eux plutôt que de travailler. Il y a des pressions sur les travailleurs expérimentés. Il y en a qui veulent continuer à travailler, il y en a qui préfèrent se retirer. C'est quoi les conditions à réunir pour que... c'est quoi les facteurs à considérer pour qu'on puisse, on va dire, faciliter la prolongation de la vie active? Je vais commencer avec toi, Stéphane. C'est un très beau débat qu'on a. Offrir une flexibilité aux travailleurs et travailleuses, on s'entend. Je pense que vous êtes assis dans la salle, on est un petit peu plus de gauche. Respecter les travailleurs et les travailleuses aussi. Les conditions de travail. Nous, on a un gros problème avec les conventions collectives. Dans l'industrie de la construction, la plupart des employeurs, puis je ne mange pas mes mots, sont plutôt rough avec les conventions collectives qui ne respectent pas. Certains, oui, mais la plupart, non. On est toujours en train de chicaner. Puis moi, dans mon monde, chantier de construction, on n'a pas ça aux côtés de la maison. Des fois, je peux faire des 70-80 km le matin et le soir, mon retour, pour aller gagner ma vie. Il y a tout ça. Donc, les conventions collectives, on a prévu des frais de kilométrage. Mais juste respecter ça, on ouvre la porte beaucoup pour faire une rétention de main-d'œuvre. Puis d'ailleurs, on a fait avec la Commission de la construction un comité de rétention de la main-d'œuvre. Puis j'ai été surpris qu'est-ce qui est sorti de là, pourquoi les gens quittent. Mais souvent, c'est le non-respect des travailleurs et des travailleuses dans notre monde. C'est comme je l'ai dit tantôt, je répète, il fait chaud, il fait fret. Puis souvent, je me fais dire, ouais, mais tu as le salaire. N'oubliez pas, moi, dans mon industrie, c'est autour de 1000 heures par année. Travailler CCQ, conventionné, c'est autour de 1000 heures. Donc, j'ai une moyenne par année de 46 000, 45 000 par année. C'est pas énorme, là. J'ai autour de 206 000 travailleurs qui ont un certificat de compétence, mais une moyenne de 1000 heures travaillées. Mais on parle de pénurie. Comment ça, je fais juste 1000 heures? Quelque chose qui cloche en quelque part, là. Effectivement. Pierre, on parle de transition travail-retraite, conciliation travail-retraite. C'est quoi les conditions gagnantes? Mais, déjà, en premier lieu, comme je suis un peu je vais faire mon scientifique comment dire, de service, ouais, merci. La retraite change. Dans les années 80, tu en as parlé, où on incitait plutôt les gens à partir assez rapidement à la retraite pour laisser la place à des travailleurs plus jeunes, faire réduire le taux de chômage, etc. Aujourd'hui, les retraites sont plus dynamiques. Les dynamiques, disons, autour de la retraite sont plus protéiformes. C'est plus un retrait total du marché du travail durant, une fois qu'on se retire, c'est jusqu'à la mort, disons. C'est pas très joyeux dit comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on a des dynamiques de retraite progressive. Et là, comme en parlait Stéphane à l'instant, parfois les gens reviennent sur le marché du travail après l'avoir quitté, parfois par nécessité financière, parfois pour retrouver aussi un sentiment d'utilité sociale que parfois on perd, parce que le travail c'est très structurant dans notre société. Là, on crée des liens sociaux aussi, on se sent utile, et parfois c'est difficile à la retraite, on peut perdre ce lien éventuellement. Et ce qui me vient aussi à l'importance d'avoir ce débat sur le travail, c'est aussi de remettre en question qu'est-ce qu'on veut en fait comme société, et peut-être la condition gagnante, disons, pour le travail, c'est déjà de définir qu'est-ce qu'on veut en tant que société au niveau du travail, au niveau de la production. À quel moment on peut considérer que notre contribution à la société, elle est validée? On décide de faire ce qu'on veut, en tout cas de plus être obligé de produire, disons d'être dans le lien de subordination. De se retirer. C'est ça exactement. Le bénévolat, c'est une activité qui a une utilité sociale, qui a une valeur sociale, qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est une main-d'œuvre qui est comme invisible un petit peu, mais qui sert. Et là, il y a quand même un mouvement de marchandisation des travailleurs âgés. On veut tous les ramener vers l'emploi formel, etc., sans réel débat démocratique. Et je me dis, est-ce qu'on en veut vraiment, finalement, les conditions gagnantes? Est-ce que ce n'est pas lorsque les gens font un choix éclairé de vouloir travailler? Et là, je suis obligé de sortir quelques données, mais en 2018, il y a quand même, selon Statistique Canada, 50% des personnes de 60 ans et plus qui disaient travailler par nécessité. Donc pour pouvoir payer des dépenses courantes, les factures, etc. Et ça, il me semble que ce n'est pas un projet de société spécialement enviable. Mais c'est nécessaire pour eux de le faire, parce que s'ils comptent uniquement sur les transferts gouvernementaux, donc le taux de remplacement de revenus des régimes de retraite publics, il est insuffisant. Il faut avoir un régime soit d'entreprise, soit de l'épargne privée. Mais si votre entreprise ne vous fournit rien
Et si vous avez été un travailleur au salaire minimum durant toute votre carrière, votre capacité d'épargne a été très faible. Alors là, dans ce cas-là, les gens travaillent par coercition. Et il me semble que ça, c'est pas une condition gagnante, ni pour eux, ni pour, en général, la société, il me semble. C'est ça, parce qu'il y a une différence entre retourner travailler pour se désennuyer, arrondir ses fins de mois, puis c'en est une autre que d'être obligé de poser du chibrol qui sont des 12 ans, parce que là, tu as de la misère à arriver, puis, effectivement. Amélie, au comité consultatif des travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus, j'imagine que c'est pas une question étrangère à vos travaux. Vous avez abordé ça, les questions des conditions gagnantes? Ben oui, effectivement, on a fait des travaux justement dans la dernière année pour un peu savoir qu'est-ce qui pouvait influencer les travailleurs expérimentés à quitter ou à revenir sur le marché du travail. Un peu comme Stéphane disait, nous, c'est beaucoup la flexibilité rendue à certains points. Si on a une des premières raisons de quitter, c'est avoir les moyens financiers de prendre notre retraite. Mais les raisons pour revenir, bien, si j'ai la flexibilité de la reconnaissance du travail que je fais, mais la reconnaissance aussi de mon expertise avec une rémunération qui va avec mon expérience. Parce que des fois, on dit on voudrait avoir quelqu'un avec à 32 ans, mais 25 ans d'expérience, puis le payer comme s'il sortait de l'école. Donc, les travailleurs expérimentés veulent être payés à la hauteur. Puis, pour nous, c'est comme nouveau. Il n'y a pas très, très longtemps. Moi, je suis arrivée sur le comité en 2016. On travaillait très, très fort à combattre les biais d'agisme en milieu de travail, convaincre les entreprises de faire une place aux travailleurs expérimentés. Puis là, on est passé vraiment de l'autre côté un peu. Donc, la conciliation travail-retraite prend beaucoup, beaucoup de place. Puis même nous, des fois, à l'intérieur du comité, on se dit, mais je n'aime pas le mot retraite. Ça signifie se retirer, disparaître du marché du travail. Puis ce qu'on constate, c'est que les gens souhaitent peut-être se retirer de leur occupation principale qu'ils ont fait toute leur vie, mais avec des belles conditions, des bonnes conditions. À la limite, là, j'oserais dire que les jeunes vont peut-être même demander dès leur rentrée sur le marché du travail. Donc, quand eux vont avoir à la retraite, moi, je dis que ma fille va vivre une conception de la retraite très différente de la mienne. Mais les gens sont quand même intéressés à concilier les deux parce qu'ils ont quitté, on voit l'âge moyen, c'est 58 ans de la retraite. Bien, souvent, comme je disais, il y a même des associations de retraités qui nous disent, bien, avant, nos retraités ne parlaient pas de travail, puis là, bien, c'est pas pour des raisons financières, mais il y en a qui seraient intéressés à voir comment ils pourraient contribuer d'une manière complètement différente de ce qu'ils ont fait avant. Donc, je crois que ça va être très, très, très d'actualité, là, puis même d'avoir... nous, on a fait faire une recherche par l'Observatoire compétences emploi, puis actuellement, on est retraité ou actif. Il y a comme pas de statut entre les deux, mais il y a un monde entre les deux. Puis je pense que ça va être important de trouver une manière de le saisir un peu. Puis ça, pour l'instant, on a, je l'ai mentionné tantôt, là, mais on n'a pas beaucoup de données. On connaît peu la situation qui est en train d'éclater parce qu'il y a plusieurs cas de figure en fonction des métiers, des genres. Tu sais, les femmes, les hommes, c'est pas pareil. Puis on n'arrête pas. Il a travaillé pour une entreprise avec un salaire, mais il a travaillé... on peut être des proches aidants, il y a plusieurs façons de contribuer à la société. Puis tout ce portrait-là, tu l'as soulevé, Pierre, est en train de changer. La retraite est en train de se modifier. Il y a du monde qui retourne même plus tôt pour se former, qui bénéficie d'un crédit à la Régie des rentes pour pouvoir aller retourner sur les bancs d'école, se requalifier, revenir. Donc, il y a vraiment un travail à faire d'exploration de ce segment-là de la vie qui est en recomposition. Là, admettons là, qu'on est des législateurs ou qu'on est en mesure d'informer ou de conseiller le gouvernement. Ce serait quoi les rôles des parties prenantes? C'est quoi les responsabilités qu'on aurait à avoir là, si, mettons, on dit l'État, les employeurs et éventuellement les syndicats? Je commencerai par toi, Pierre. Ce serait quoi, par exemple, les responsabilités de l'État et des employeurs là, pour mieux maîtriser ou accompagner cette transition-là pour que ça soit pas fait sur le coin d'une table? Mais, je l'ai déjà un peu introduit dans mes réponses précédentes, mais je pense que ça va être un peu romantique peut-être comme réponse, mais l'objectif de l'État, pour moi, c'est d'assurer le bien commun et éventuellement des décisions démocratiques. Et c'est vrai que ça part en premier lieu, effectivement, d'une information qui est fiable, d'un point de vue qui est large aussi. On ne prend pas les choses, effectivement, par le bout de la lorgnette, ce qui est parfois
qui semble parfois être fait, je trouve, dans les documents que je peux lire du gouvernement. Il faut qu'il y ait du dialogue, ça c'est évident. Ta présentation était très claire par rapport à ça. Il n'y en a pas assez ici. Il y en a finalement quand le gouvernement est obligé de le faire. Et lorsqu'il le fait, généralement, on voit que les gens sont quand même mobilisés pour donner leur avis, des avis qui sont très éclairés. Et c'est dommage que l'État, effectivement, a tendance à traiter la population âgée, j'ai l'impression, comme un bloc homogène. En disant, effectivement, l'espérance de vie augmente, va y avoir des pressions sur les finances publiques, on est obligé de faire des réformes. Mais moi, j'en suis pas si persuadé. Je pense qu'il faut aussi créer du consensus par rapport à ça, avoir une information tout à fait fiable sur quels sont les effets du vieillissement sur les finances publiques. C'est présenté comme un postulat. Il y a un vieillissement, ça va forcément avoir des pressions sur les finances publiques, mais on regarde uniquement la portion personnes âgées. Mais dans le vieillissement de la population, ce n'est pas uniquement des personnes qui vieillissent, c'est aussi un taux de fécondité qui diminue. C'est une cohorte de personnes qui sont nées dans les années 46-60 qui vieillissent. C'est des dynamiques démographiques qui sont changeantes. Est-ce qu'on veut vraiment tout changer, tous nos arrangements institutionnels, et rester un peu bloqué avec ça pendant un certain temps? Et aussi prendre en compte le fait que dans un taux de fécondité qui est plus faible, ça veut dire que les enfants ont un poids moins important sur le budget. Est-ce qu'on le prend en compte justement dans les décisions, en tout cas sur cette espèce de postulat sur les finances publiques? Je ne le vois jamais. Et aussi Yves Carrière, qui est un démographe qui était au sommet de la retraite d'ailleurs, de l'Observatoire de la retraite, a sorti ce matin une étude qui montre qu'effectivement, les gens font déjà des efforts. Ils travaillent plus longtemps. Quand il prend en compte une sorte de ratio entre le temps passé au travail et l'espérance de vie des individus, entre 86 et 2016, 2015, les gens travaillent 50 plus. Donc sur cette période-là, les gens ont en moyenne travaillé 50 plus. Donc ils font déjà des efforts et la pression est généralement mise sur les travailleurs. Et là, je suis un peu long dans ma réponse, mais je vais sûrement revenir là-dessus. Mais les employeurs, effectivement, ont a priori une responsabilité, on pourrait dire, mais c'est pas pour faire le crypto-marxisme, mais l'objectif dans une société capitaliste des entreprises, leur responsabilité sociale, une certaine manière, c'est de faire des profits. Donc, a priori, leur objectif, c'est pas d'être bienveillant. Il y en a certains qui le sont, et je les félicite, mais j'ai du mal à croire que, disons, l'initiative volontaire des employeurs va forcément être d'améliorer les conditions de vie des retraités. Et le gouvernement, je pense, c'est sa responsabilité à un moment de mettre en place des contraintes aussi, qu'il y ait des choses que les entreprises mettent en place des choses, par exemple des mécanismes, des mesures d'ajustement. Par exemple, de favoriser l'emploi à temps partiel lorsqu'on arrive à la fin de la retraite, aussi de changer la forme de l'emploi, comme d'avoir des gens qui vont plus faire du mentorat plutôt que faire de la production. Il y a plein de choses qui sont mises en place et il y a des études scientifiques qui montrent que c'est très, les intérêts peuvent tout à fait converger, autant pour les travailleurs que les gouvernements, que les entreprises, mais c'est vu comme une contrainte. Et ça, il faut casser évidemment ce blocage de la part des entreprises, et là éventuellement les syndicats peuvent jouer un rôle, mais j'y reviendrai dans une autre réponse. Très intéressant. Amélie, toi qui sièges sur un comité où justement il y a les employeurs, le gouvernement que vous allez conseiller, comment tu vois ça? Bien, en fait, pour nous, c'est ça. C'est une question large et complexe. Et le Conseil des partenaires de la retraite viendrait répondre un peu à ça, parce que pour nous, la réponse est si on veut adopter des règlements, mais il faut voir plus large. Là, nous, on s'intéresse dans la prochaine année beaucoup à la prochaine danse. Mais la prochaine danse, c'est large. Donc, des fois, en voulant intervenir sur un aspect, il ne faut pas oublier tout ce qui est autour, le système, ce qui est là pour supporter. On parle de pénurie de personnel, mais quand il y a des pénuries de personnel et il n'y a pas de garderie, il n'y a pas personne pour aller travailler, bien peut-être que la grand-maman va vouloir prendre sa retraite et aller s'occuper de ses petits-enfants. Fait que c'est multifactoriel. Fait que je pense que c'est de s'assurer d'avoir des gens, justement, de partout autour d'une table pour être sûr qu'il y ait le moins d'angles morts possible. Et peut-être, ça sort un peu de son rôle de gouvernement, mais le gouvernement, en tant qu'employeur, pourrait aussi jouer un rôle de leader dans des politiques de pré-retraite, dans la manière de les appliquer, dans ces régimes de retraite pour être certain qui sont incitatifs aussi aux travailleurs, aux retraités qui souhaitent continuer à travailler pour ne pas être pénalisés. Là, la fiscalité peut être avantageuse, mais il y a aussi les régimes de retraite. Fait que je pense que en tant qu'employeur, l'État a quand même de montrer l'exemple. Stéphane, qu'en penses-tu? C'est une grosse question dans notre industrie. C'est difficile de répondre à ça de mon côté, mais
nous, on est géré par les assos patronales. Le gouvernement, on s'entend que 80 des jobs au Québec qui se donnent, mais ça vient du gouvernement, donc il y a un certain lien quand même. Comment on ferait? Je reviens encore, je bûche sur le clou, conditions de travail, santé, sécurité. Puis j'entends souvent parler, est-ce qu'il faudrait donner un allègement fiscal aux gens à partir, je nomme un chiffre comme ça, 60 ans et plus, est-ce qu'il faudrait y aller, ça coûterait moins cher d'impôts aussi? On l'entend, ça, est-ce qu'il faudrait y aller de ce côté-là pour attirer la main-d'œuvre? C'est des bonnes questions. Dernièrement, on a relancé les assos patronales, savoir s'ils étaient capables de faire un bout par rapport à l'IPC, puis on s'est fait, c'est un non-recevoir catégorique. Comment je fais pour attirer quelqu'un qui est sur le bord de la retraite puis qui commence à avoir son corps qui y parle? C'est une très bonne question qu'il faut l'attirer. Tu sais, ce matin, il y avait une autre intervenante, il y avait la carotte et le bâton, là, mais moi, je vis ça un peu dans mon monde, là. Puis, parlons, tu voulais, on t'a stoppé dans ton élan, Pierre, mais sur les syndicats, quel est le rôle du mouvement syndical, des centrales pour justement faciliter, améliorer, éviter qu'il y ait des dérives ou des situations d'abus ou d'inégalité liées à la conciliation travail-retraite? Effectivement, moi, ma vision du syndicalisme est c'était quasiment dans la lignée de Stéphane, même si je vais peut-être l'exprimer différemment, mais c'est effectivement d'un peu de tenir en laisse, disons, le grand capital. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas parler de la situation des retraités sans parler des conditions de travail en général de tout le monde, parce qu'évidemment, des inégalités qui se cristallisent, disons, à la retraite, c'est le résultat des inégalités qui préexistent, disons, au moment de la carrière professionnelle. Des personnes qui sont à faible revenu durant leur carrière s'enrichissent pas une fois qu'ils arrivent à la retraite. Éventuellement, ils n'ont pas réussi ils ont probablement eu peu de chance de pouvoir épargner. Si vous avez passé votre vie dans le commerce du détail, c'est un secteur assez peu syndiqué, il y a peu de chances que vous ayez des régimes d'entreprise. Donc vous arrivez avec juste les régimes publics. Et généralement, là, le remplacement du revenu, c'est famélique. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc, vous restez quasiment contraint à aller travailler. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié d'en parler dans la première question, et c'est quelque chose qui n'avait pas beaucoup été abordé dans je trouve, la consultation, même si le travail qui a été fait était excellent, dont le mémoire de l'Observatoire de la retraite, là, que je conseille à tout le monde. C'est par exemple la question des interactions entre les programmes, et typiquement, par exemple, il y a une des interactions que je trouve intéressante, parce que, effectivement, comme François en parlait tout à l'heure, on part du principe que lorsqu'on prend la retraite à 62 ans, enfin le RRQ à 62 ans, c'est une décision qui peut être irrationnelle. Mais il y a des individus qui n'ont pas le choix de les prendre à 60 ans. Typiquement, les personnes sur l'aide sociale, par exemple, c'est un programme d'aide de dernier recours, ce qui veut dire que vous devez épuiser toutes vos sources de revenus potentielles avant de toucher la prestation. Et donc eux n'ont pas le choix. Si vous êtes prestataire d'aide sociale et que vous arrivez à 60 ans, vous devez prendre votre rente de RRQ à ce moment-là. Et donc vous êtes pénalisé durant le reste de votre vie de 36% de cette rente-là. C'est inscrit dans la loi, quoi. Donc il y a un problème par rapport à ça. Là, du coup, je n'ai pas répondu à une question sur les syndicats. Mais évidemment, le rôle des syndicats, c'est effectivement de lutter pour améliorer les conditions de travail de tout le monde, quoi qu'il arrive, parce que c'est déterminant aussi dans la qualité de vie qu'on va avoir à la retraite. Ça, c'est l'aspect, évidemment, une réponse un peu facile, mais c'est aussi éventuellement, effectivement, d'instaurer un dialogue avec l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour maintenir les individus en emploi, les travailleurs âgés qui sont dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils veulent, parce que c'est près de 2/3 des travailleurs âgés qui sont prêts à travailler plus longtemps. Si on leur permet d'ajuster éventuellement leurs horaires, d'avoir des horaires moins lourds, d'avoir du télétravail, des choses comme ça, donc des accommodements au niveau des conditions de travail. Et il y a aussi, donc ça c'est plutôt un rôle politique, technique je veux dire, mais il y a aussi, à mon avis, un rôle politique que le syndicat doit embrasser là vraiment par rapport à ces questions-là, parce que c'est un porte-voix aussi des questions sociales, de la défense du bien commun, ou en tout cas des travailleurs. Et là, on le voit dans les consultations sur le RRQ, les grandes centrales syndicales étaient toutes, je trouve, avaient un discours assez unanime et assez clair aussi. Moi j'étais très content de dire ce que je disais. Et on le voit aussi en France, là maintenant, je reprends l'exemple de la France, mais l'intersyndicale, ils sont en ligne de front, là, dans l'opposition sur la réforme des retraites. Et moi, c'est comme ça que je veux les voir. C'est assez offensif, même sur le plan politique, et pas uniquement sur l'aspect technique, la négociation collective, etc. Là. Donc c'est, je dirais, les deux grandes manières que le syndicat peut lutter. Et ça, on l'a vu quand même lors de la consultation là, récente. Là, je trouve qu'il y a eu un effort de concerter les positions sur la question de la hausse de l'âge avec les arguments, en gros, qu'on vient d'évoquer ici.
Stéphane, que selon toi, le mouvement syndical, où est-ce qu'il pourrait, au-delà là, de la négociation, convention collective, comme mouvement, là, ça pourrait être quoi son rôle à jouer comme acteur social et politique? C'est une autre. Hey, tu me mets en des bonnes aujourd'hui, toi. Tu m'inviteras chez vous, Noël. Je vais prendre la balle au bon. Être à l'écoute. Ah, puis je vois Maurice Marchand qui est là. Ça, c'en était un qui était mon vice-président Joliette à l'époque. Puis on prenait le temps d'écouter Maurice, je vois. Oui, hein? Être à l'écoute de nos anciens qui étaient là autour, et puis prendre le temps de les écouter. Puis comme on parlait tantôt, donner des jobs un petit peu plus allégés, mais il faut que du côté patronal, il faut qu'il soit ouvert. Là. Si tu lui donnes les mêmes tâches qu'un gars entre 25 et 35, bien Maurice, il ne suivrait pas. Tu comprends? Puis sans être méchant, tu entends? Mais il y a tout ça. Puis du côté syndical, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais être à l'écoute, faire de la relation de travail auprès des grands donneurs d'ouvrage. Comme Hydro-Québec, on était capable, sur la Côte-Nord, de faire un bout de chemin sur la mobilité provinciale. Mais si on est capable de le faire avec la mobilité provinciale, mais je crois qu'on serait capable de le faire aussi avec des gens passés 60 ans. Oui, il y aurait de quoi faire. C'est officiel. Et toi, Amélie? Bien, tout a pas mal été dit, mais je dirais, c'est ça, c'est le mot qui nous est venu en tête quand on en a parlé avec le comité, c'était aussi des relations de travail revisitées, parce que c'est pas toujours évident dans un contexte, on parle beaucoup de flexibilité, là, d'adapter aux demandes des travailleurs. Puis on ne se le cachera pas, au travail expérimenté, mais même les jeunes demandent ces mêmes adaptations-là, donc d'être à l'écoute pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent pour être capable d'inclure ça dans quelque chose d'un peu plus conventionné qui n'est pas toujours facile d'avoir la flexibilité, mais je pense que autant les plus jeunes que les plus âgés, c'est comme ça qu'on va les retenir, mettre toutes les conditions en place, puis c'est la même chose qu'on attend de nos employeurs. Là. La charge physique, la pénibilité, là, c'est sûr qu'il faut s'attarder beaucoup à ça. On n'en parle pas beaucoup ici au Canada comparé à d'autres pays. On n'a aucune mesure de ça, mais c'est pourtant très important. Puis c'est pas juste la pénibilité physique, c'est la pénibilité mentale aussi de notre emploi qui peut faire qu'on décroche puis qu'on veut juste quitter. Exactement. Faire des alliances, être à l'écoute. Donc, je pense que la thématique du dialogue social est pile poil. On va prendre quelques questions. Si vous avez des commentaires, questions pour nos panélistes, je suis persuadé que vous avez des anecdotes qui peuvent parler à tout le monde ici, qui peuvent se raccorder avec la thématique du panel. On va prendre 10-15 minutes de questions. Présentez-vous, faites des interventions courtes. Madame Hinton. Oui. Bon, je pense qu'on me connaît. Bonjour, mon nom c'est Louisette Hinton. Je suis vice-présidente du regroupement des retraités du Québec et du Canada. Et je vous écoutais, j'ai adoré vos commentaires, mais la réalité est tout autre. Je voulais poser la question justement à toi. Pourquoi que le Conseil du patronat il était contre? Je vais te le dire pourquoi. Ils n'en veulent pas des vieillards. Ils n'en veulent pas. Moi, j'en ai des gens, des retraités, que des fois, ils ont une fermeture d'entreprise. Ils ont 58 ans. Ils cherchent une job. Ils n'en ont pas. Les employeurs, ils rouvrent pas la porte. Alors, pourquoi nous mettre à 62 ans pour rester sur l'assurance chômage, sur le bien-être? Qu'est-ce qui arrive avec les femmes? Les femmes qui font des ménages dans les hôtels, les femmes qui travaillent dans les marchés d'alimentation 40 heures par semaine, c'est dur pour les jambes. Alors, moi, je pense que non, 62 ans. Moi, je suis prête à aller me battre, comme à Paris. Aller me battre pour qu'on ne l'aille pas. Bien, puis le monde syndical, il faut qu'on garde notre bataille. Puis tu demandais qu'est-ce que le mouvement syndical doit faire. Bien, continuer de se battre. Et de ne pas la passer la loi. Parce qu'oubliez pas, si on la passe au Québec, elle va passer au reste du Canada. Alors, il faut faire attention. Alors, on continue à se battre. On veut avoir des bonnes retraites. Pourquoi ne pas augmenter la sécurité de vieillesse? Ça serait bien pour les gens qui pognent 65 ans, qui ont une sécurité de vieillesse. Le supplément de garantie, c'est ça qu'on doit se battre.
c'est d'augmenter pour que les personnes âgées aient une dignité de continuer à vivre. Voilà. Bon, alors tout a été dit. On peut maintenant passer au bar. Non, c'est pas vrai. Merci, Louise. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Je pense que c'est un bon retour à la réalité. Tantôt, on parlait, moi, dans mon industrie, 45 ans, il y a même pas une décennie, ben, je me fais dire que ben, il est trop vieux. Imagine ce que Louisette vient de dire, mais elle est pas mal target, hein? Mais t'es solide. Non, mais j'ai envie de rajouter l'agisme dans le milieu de travail. On en parle moins actuellement parce qu'on parle juste on veut garder nos travailleurs expérimentés, mais c'est présent, malheureusement, encore plus qu'on pense. Puis, effectivement, c'est un enjeu sur lequel il faut pas le mettre de côté parce qu'on a tendance à dire que les entreprises, en dire qu'on en veut et qu'on fait vraiment les accommodements, il y a encore du chemin à faire et je suis d'accord avec vous. Réaction rapide, Pierre? Oui, amen. Enfin, vraiment, je suis je valide à peu près tout ce qui a été dit. C'est vrai que ça met sur la table la question de l'agisme, qui est une vraie question et dont on n'a pas parlé. J'avais dans mes notes, mais j'ai oublié. Et ce qui montre aussi le manque de flexibilité, je pense, de la part des employeurs, où effectivement, le conseil du patronat éventuellement va dire ah bah oui, on veut des travailleurs âgés, mais après dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, effectivement, et ça, on sait peu de choses. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais, on met beaucoup de pression sur les travailleurs. Alors oui, on peut inciter autant qu'on veut, on peut rendre attrayant le travail sur le plan financier de plus en plus avec des incitatifs, etc. Mais si, arrivé sur le marché du travail, les employeurs ne veulent pas de nous, effectivement, c'est difficile. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, et ça n'a pas l'air lié comme ça, parce que c'est tout à fait à l'autre bout de la pyramide des âges, mais c'est qu'on dirait qu'on préfère aller recruter des enfants maintenant, de plus en plus jeunes, plutôt que d'aller prendre des personnes âgées qui ont une expérience. Alors peut-être éventuellement avec l'ancienneté, ils coûtent plus cher, mais à nouveau, c'est comme en tant que projet de société, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des enfants qui travaillent? Je pense que la réponse est rapidement répondue ici, là, mais c'est ça. Et finalement, sur la question de la sécurité de la vieillesse, à nouveau, effectivement, les régimes publics ne suffisent pas à assurer en tout cas, au niveau, si on prend les indicateurs de pauvreté, là, il y a eu une baisse vraiment très importante de la pauvreté prise sous les indicateurs, mais qui sont, disons, en dessous de ça, là, c'est l'extrême pauvreté, là, c'est la misère, vraiment. Mais le revenu des personnes âgées est très concentré autour de ce seuil-là. Donc c'est vrai qu'on pourrait... Il y a vraiment de la place pour justifier la hausse de la sécurité à la vieillesse, du supplément de revenu garanti, mais ça ne se fera pas. Moi, je pense que ça ne se fera pas parce que l'idéologie en ce moment qui est dominante, c'est d'inciter à l'emploi. Et dans l'esprit du gouvernement, si on bonifie les sources de revenus hors marché, particulièrement si elles sont publiques et universelles, les gens vont trouver le travail moins intéressant. Ce qui, à mon avis, sociologiquement, est aberrant. Enfin, je pense que parfois, les gens, justement, sont plus incités à aller travailler si... ils sont moins pris à la gorge par le budget, s'ils sont capables de justement choisir la quantité de travail qu'ils veulent faire, ils sont aussi éventuellement plus productifs s'ils le font avec une motivation qui est plus intrinsèque. Donc tout ça on est pour, mais effectivement vu les gouvernements je pense qu'ils sont en place en ce moment, et je rappelle l'orientation des politiques publiques depuis 15 ans, je ne le vois pas arriver là. Et on a bonifié la sécurité de la vieillesse, mais on a bonifié pour les 75 ans et plus. Et donc pourquoi? Parce qu'on veut que les 60, 70 ans, eux, ils restent en emploi, quoi. Merci. Monsieur? Oui, Yves Guérette, une phase, section 4-2009. Moi, j'ai un problème avec les rangs du Québec. L'employeur paye 50 de la prime, le travailleur paye 50 de la prime, puis le gouvernement ne paye pas une scène. Qu'est-ce qu'il y a à les s'initier là-dedans? C'est le travailleur et l'employeur qui paye une cotisation pour se payer une rente à la retraite. On a modifié la régie des rentes de 8 %. C'est qui a assumé le surplus encore? C'est les travailleurs et l'employeur qui assument la cotisation supplémentaire. Le gouvernement provincial, il a ses intentions de faire comme le fédéral, comme ils ont fait avec l'assurance emploi, voler les surplus de la caisse de retraite du RRQ. Et regardez, l'assurance emploi, ils ont fait la même chose. C'est l'employeur et le travailleur qui payent la cotisation à l'assurance emploi. Les surplus, le gouvernement fédéral, à un moment donné, il y avait beaucoup de surplus, ils les ont arrachés. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire, le gouvernement du Québec, dans la régie des rentes du Québec? Il y en a-tu qui vont enligner ça, ce volet-là? Regardez, ça ne vous coûte pas une calice de somme, c'est les travailleurs et l'employeur qui payent pour ça. Assurez-vous qu'ils soient viables, que la Caisse des dépôts de placement fasse des placements correctement avec ces sommes-là,
crissez-leur la paix. Merci. Merci. Surtout que le régime est en situation de surplus. Donc, on se demandait, dans le fond, pourquoi hausser l'âge de la retraite si c'est pas pour optimiser l'épargne des 62 ans et plus. Lors de la commission, on a eu une réponse très candide de la part du ministre. Nous, on pense que le revenu de retraite des gens de 62 ans va augmenter, mais ils ne regardaient pas ça du point de vue des revenus des gens. Ils ont un point de vue très actuariel du régime. Ce que monsieur vient de dire est tout à fait... je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à ça, là, que c'est un régime public, finalement. C'est le régime des Québécoises et des Québécois. Et que l'État, parfois, selon les gouvernements en place, veulent donner leur orientation à ce régime-là. Vous avez raison, monsieur, puis je pense que la cohésion de la réaction des personnes qui ont présenté, en particulier les organismes qui sont avec l'Observatoire de la retraite, il y a eu vraiment là il y avait une cohésion dans la réponse qu'on a apportée au gouvernement qui faisait pas l'ombre d'un doute. Le gouvernement n'avait pas à faire ça, et surtout en situation de surplus. Il n'y a pas de péril à la demeure. On peut bonifier le régime, mais il n'y a pas de raison de inciter les gens à aller travailler plus longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, commentaires? Oui, monsieur? Un, deux. Oui, bonjour. Raymond Larcher de l'Association des syndicalistes à la retraite, Laurentine-Lanaudière. Moi, je suis retraité depuis bientôt 2 ans. J'aime bien dire retraité, mais je ne suis pas expiré. Je peux encore contribuer. Puis souvent, après la première année de retraite, OK, je fais quoi? Tu sais? Alors, je vais exercer bientôt un genre de combat. Je vais prendre un dossier dans mon syndicat pour un peu rester en contact avec le milieu. Moi, j'ai été syndicaliste toute ma vie, alors c'est ma façon à moi. Puis je me dis, le gars qui a été mécanicien toute sa vie, il brette après son char à retraite, puis l'ébéniste, il gosse, tout. Bon. Il y a quelque chose qui reste, que tu veux garder en tant que retraité, parce que ça a été un peu ta passion toute sa vie. Par contre, il y a des obstacles. Lisette m'en parlait un peu tantôt. Si on retourne travailler comme retraité, puis on se fait couper parce qu'on a des revenus supplémentaires, tu vas aller chercher 2 piastres, t'en faire enlever 1 piastre, c'est des obstacles. Ça ne compte pas d'allure que notre système soit basé comme ça. Ça n'attire pas les personnes retraitées de retourner au milieu de travail. Puis il y a les autres facteurs qui sont la santé, l'énergie. Il faut adapter le milieu de travail si tu veux intégrer des personnes plus âgées. Tu sais, on va aux toilettes plus souvent que les autres, des affaires comme ça. Alors, il faut penser à ça. Puis, mon intervention, c'est surtout par rapport à l'âgisme. Les gens ne le savent peut-être pas, mais les principales victimes de l'âgisme, c'est les vieux et les jeunes. Je parle au milieu de travail. On va dire aux jeunes, il n'a pas assez d'expérience, lui. Il n'est pas capable, lui. Il vient de sortir de l'école, il manque d'expérience, il ne pourra pas avoir ce job-là. Puis inversement, on va dire à la personne âgée, ben ouais, mais lui, il ne sera pas capable, là. Il a plus 40 ans, il va trouver ça difficile de se mettre à genoux à grandeur de journée. Je pense qu'on devrait penser à une façon de créer des milieux de travail avec des équipes de travail c'est dur à dire. Générationnel. Merde, je suis pas en boisson, là. Intergénérationnel. Donc, penser les milieux de travail, et ça prend beaucoup une bonne volonté là, de changer toutes ces choses-là pour permettre aux générations de travailler ensemble. Une personne âgée pourrait aider une équipe de jeunes travailleurs. Au lieu d'avoir un gérant qui les pousse dans le cul, ce serait un compagnon, tiens, une vieille expression, un compagnon qui serait là pour leur permettre de franchir l'obstacle d'une inexpérience. Puis en même temps, lui, le travailleur plus âgé, il contribuerait encore à la société en partageant son expérience. Moi, je pense qu'il faut commencer à penser comme ça. Puis merci à la FTQ de faire de la place aux associations de travailleurs retraités parce qu'effectivement, on est capable encore d'amener des idées. Dans un comité consultatif, dans une consultation, il faut penser
à faire de la place à ceux qui sont déjà sur la retraite, puis qui la vivent, puis qui la... C'est quelque chose quand même, la retraite. Il faut gérer ça. Mais en même temps, ça a des impacts mentaux parce que tu t'es retrouvé comme une personne qui contribue moins à la société. Et il faut l'accepter, ça aussi. Donc, un retour au travail, c'est quelque chose partiel à explorer parce qu'on va s'aider, nous autres aussi, les retraités. Mais Simonac, coupez-nous pas nos revenus, par exemple, si on fait ça, si on veut contribuer, puis tu me coupes, là, maintenant, on est peut-être vieux, mais on sait compter, tu sais, quelque part. Il faut tout penser ça. Il faut repenser le système en vertu, pour pouvoir répondre à cette pénurie de main-d'œuvre. Là, on a le réflexe de dire, oui, on va prendre des plus jeunes, parce que des enfants, puis on va penser à prendre aussi des personnes retraitées non expirées, comme je disais tantôt. Bien, ça se fait, mais il faut le thinker, il faut le penser. Il faut juste avoir une ouverture d'esprit quand on va repenser ces équipes de travail-là dans le futur et adapter le système de retraite en conséquence. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Un mot de la fin sur cette intervention lyrique et pertinente. Je vais commencer avec toi, Amélie. Bien, je l'avais écrit, la gestion d'équipe intergénérationnelle sur mon papier, mais je ne l'ai pas dit. C'est un beau défi. Il y a quand même 4 générations qui se retrouvent sur le marché du travail en même temps. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on parle de diversité, d'inclusion sur les milieux de travail, c'est des équipes avec des hommes, des femmes, c'est plus performant. Des équipes avec des jeunes, des vieux. J'aime pas ça catégoriser comme ça, là, mais tout à fait d'accord. C'est le défi du prochain siècle, je pense. Puis, effectivement, bien, je pense que même les jeunes doivent faire partie de l'équation. Le travail change beaucoup. Donc, moi, je suis persuadée que la discussion sur la retraite, ça va changer ce mot-là. De toute façon, on va y trouver d'autres choses. La retraite que nos enfants vont connaître va être différente. Leur milieu de travail qu'ils vont avoir connu, j'espère qu'ils vont arriver moins usés que nos parents, la retraite. Puis qu'on va avoir appris, puis qu'on va avoir co-créé quelque chose ensemble, toutes les générations, en fait. Je pense que ça serait mon mot de la fin. Merci, Amélie. Pierre, en 2 mots. Oui, en réaction à l'intervention, le monsieur a tout à fait raison. C'est pas toujours intéressant de retourner travailler, mais ça l'est de plus en plus. En tout cas, comme je disais, là, il y a quand même un constat assez clair depuis 15 ans. On fait tout pour que ce soit plus intéressant de travailler, mais effectivement, il y a certaines personnes qui perdent, en tout cas l'avantage marginal, disons, à aller travailler est assez faible. Et ceux chez qui c'est particulièrement pénalisant, c'est à nouveau les personnes à faible revenu. Là. Entre autres à cause du supplément de revenu garanti, parce que chaque dollar supplémentaire est capté, réduit la prestation de supplément de revenu garanti. Et c'était exactement le même problème avec le RRQ. Hein. Si on bonifie les rentes, les prestations, ils y perdent au niveau du SRG. Ce qui fait que parfois l'avantage est presque nul, disons à ce moment-là. Et donc ça, c'est effectivement une sorte d'angle mort. Et là, les incitatifs, moi, ce que je vois dans les résultats de ma thèse, là, ça me permet de faire ma thèse, je suis assez content, c'est surtout les gens très scolarisés, plutôt privilégiés, qui arrivent à tirer parti de tous ces avantages-là. Donc ces avantages, ils existent, mais ceux qui en tirent le plus parti, c'est ceux qui arrivent à les comprendre aussi, parce que il faut le dire aussi, c'est d'une complexité infinie. Là. Il y a des grands avantages au régime qu'on a ici au Canada. D'une part, il est très flexible. Effectivement, on peut choisir relativement librement, disons, l'âge à partir duquel on commence à toucher des prestations. Par contre, il est d'une complexité vraiment assez profonde. Là. Moi, je pense que tous les mois, j'apprends quelque chose de nouveau. Là. Alors peut-être, je ne veux pas, disons, appliquer au monde entier les limites de ma propre culture, mais je veux dire, c'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très difficile à gérer et les simulations de votre revenu arrivé à l'âge de la retraite, celui qui est capable de pouvoir planifier ça vraiment avec beaucoup de précision, je lui tire mon chapeau, je trouve que c'est très compliqué, d'autant que les règles ont tendance à changer chaque année. Merci, Pierre. Stéphane, pour toi, répondre, le vrai mot de la fin. Bien, merci de me l'offrir. Pour répondre, confrère, effectivement, l'orgis, dans mon monde à moi, ça existe depuis belle lurette. Puis il a soulevé un bon point, les jeunes et les vieux. Il est trop jeune, il n'a pas l'expérience. Il est trop vieux, il va se faire mal dans le dos. Il y a tout ça. Puis comme je parlais juste avant de monter sur scène ici avec vous, avec un confrère, l'importance d'être ouvert d'esprit aussi, autant du niveau syndical que patronal aussi. Mais c'est des beaux discours, ça sonne à mes oreilles. J'abonde.
Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Amélie, Pierre, Stéphane, de votre participation. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je pense qu'une main d'applaudissement se mérite. Merci. Marie-Josée, à toi le mot de la fin. Merci. C'est moi. Non, c'est vraiment moi qui va avoir le vrai mot de la fin. Excuse-moi, François. Alors, merci beaucoup pour cet échange fort constructif. Puis, tu sais, François, au début, là, tu nous as fait une présentation sur le dialogue social, mais la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que ça démontre à quel point, pour une question aussi sensible que l'âge de la retraite, on a besoin d'avoir des discussions avec les employeurs, avec le gouvernement pour faire cheminer un peu les idées. Moi, je retiens quand même que l'âge de la retraite, c'est une question délicate. Changer l'âge de retraite pour des raisons conjoncturelles, ça soulève plein d'autres problématiques que peut-être le gouvernement n'a pas vues en mettant ça sur la table. Si on veut maintenir les travailleurs, les travailleuses au travail plus longtemps, bien, il y a beaucoup de mesures, puis je suis sûre qu'Amélie aurait eu plein de propositions. On n'a pas eu le temps d'en parler longtemps, mais si on veut maintenir les gens au travail plus longtemps, bien, il y a plein de mesures qui doivent être mises en place en amont. C'était vraiment le cadre de vos travaux, là, le comité 45 ans et plus. Là. Puis, il va falloir garder en tête que rester au travail plus longtemps, mais ce ne sera peut-être pas possible pour certains médecins ou pour certaines personnes qui ne fitteront pas dans ce cadre-là. Puis ça, il faut trouver l'endroit pour être en mesure d'en parler. Alors, bien, en tout cas, je trouve que ça met en relief vraiment l'importance du dialogue social, puis de la proposition qui est mise de l'avant par l'Observatoire de la retraite et ses partenaires là, de la mise en place d'un conseil consultatif sur la retraite.